Si tu as un ennemi qui fait semblant de ne pas être ton ennemi, mais tu le sais, le feras-tu de sorte à lui montrer que tu sais qu'il est ton ennemi ou tu feras semblant de ne pas savoir? Êtes-vous de ceux qui démontrent ouvertement que vous savez que vos ennemis sont en réalité vos ennemis? Ou vous êtes de ceux qui, d'autre part, font semblant, cachent l'image de la guerre entre vous? Êtes-vous de ceux qui démontrent directement, je sais que tu es mon ennemi, tu ne m'aimes pas. Et moi, ça sert à rien de faire semblant. Évidemment, je ne fais pas semblant. Si tu es ennemi à distance, je ne veux pas de toi ici. Ou bien vous êtes de ceux qui font semblant, pour savoir. Parce qu'évidemment, il y a un proverbe rwandais et burundais qui dit, si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, en tout cas, les États-Unis à l'égard de la Chine n'en fait pas autant du tout. La délégation américaine en Chine a jeté tout ce qu'ils avaient comme objet électronique à la poubelle à l'aéroport. Un signe de manque de respect comme pas possible. Donc avant de quitter la Chine, les responsables américains ont jeté beaucoup de choses qu'ils avaient reçues des Chinois. Des cadeaux, ils ont jeté des téléphones, des badges, des pins et autres objets dans les poubelles au pied de l'escalier de Air Force One. Donc avant de monter, ils jettent ça devant les Chinois. Donc rien venant de la Chine n'a été autorisé dans l'avion. Incroyable, n'est-ce pas? Pourquoi ont-ils fait ça? Ont-ils fait ça pour lancer un message? On va le découvrir tout de suite. Les Américains avaient peur que les Chinois aient mis des micros ou des trackers secrets dans les objets pour les espionner. Les autorités américaines, évidemment, craignaient que ces objets contiennent des dispositifs d'écoute ou de traçage cachés dans le cadre d'une possible opération d'espionnage chinois. Donc c'est ça. Vous allez chez quelqu'un d'abord, faisant semblant être amis, mais avant de quitter, vous lui montrez clairement qu'on sait. On sait ce que vous faites. En effet, sommes-nous vraiment amis? Alors, comment se sont préparés les Américains par rapport à ça? C'est un message très important qu'il faut garder. Les membres de la délégation américaine, évidemment, ont laissé tous leurs téléphones portables, personnels, ordinateurs et autres choses aux États-Unis. Donc, tout ce que tu as pour toi, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est du travail et de la maison reste aux États-Unis d'Amérique. Ils ont secondo uniquement utilisé des téléphones jetables, des téléphones remplaçables. On appelle ça de burner phone. Ce sont des téléphones qu'on a pour des utilisations de chaque jour. Numéro 3, les protocoles de sécurité très stricts ont été appliqués pour limiter les risques d'espionnage cybernétique. Donc, ici, on comprend l'importance de la cybercriminalité, cyber security. Celui qui n'est pas à jour, malheureusement, sera toujours esclave de ceux qui sont à jour. Continuons l'histoire des Américains. Mais alors, pourquoi le faire publiquement? Parce que vous partez chez quelqu'un qui vous accueille, il vous nourrit. En effet, les Américains ont amené leur propre nourriture. Ah oui, la délégation américaine a amené sa propre nourriture pour les Américains. Alors, pourquoi le faire publiquement? Même si vous savez que quelqu'un est votre ennemi et qui vous a donné un truc empoisonné, vous jetez ça devant. Enfin, le poison, c'est autre chose. Mais on vous donne un truc qui n'est pas censé être. Pourquoi vous jetez ça devant la personne? Pourquoi ne pas faire ça dans le coin? En tout cas, l'opération a été effectuée ouvertement devant la presse. Il s'agissait d'un geste délibéré. C'était fait exprès, destiné à envoyer un message clair. Les États-Unis restent extrêmement vigilants face au risque d'espionnage chinois, même lors d'une visite officielle. On ne vous fait pas confiance. Vous sommes en guerre, on ne s'entend pas, on ne fera pas semblant. Alors, quel était vraiment l'objectif du voyage? Pourquoi Trump est parti en Chine? On sait que Donald Trump a des difficultés en Iran. Comment est-ce que l'Iran résiste aux États-Unis d'Amérique? Les gens sont surpris, perplexes, personne ne comprend. Peut-être qu'il y a une réponse en Chine. Alors Donald Trump s'est rendu en Chine pour aller discuter principalement, négocier les nouveaux accords commerciaux pour augmenter les achats chinois des produits américains comme l'agriculture et l'énergie. Donc Donald Trump veut que la Chine achète beaucoup plus d'éléments chez eux aux États-Unis d'Amérique. Et numéro 2, ils sont partis pour discuter sur la tension, notamment autour de Taïwan. Ok? Parce que vous savez, les États-Unis protègent Taïwan. Et Taïwan appartenait à la Chine. Les Chinois veulent récupérer Taïwan. Alors là, ça pose un problème. Troisièmement, ils sont partis pour discuter du conflit en Iran, avoir une meilleure coopération sur comment ça va se passer en Iran. Alors, ont-ils atteint leurs objectifs? Globalement, non, l'objectif n'a pas été atteint.
Bien que Trump ait qualifié le voyage de très réussi, la réalité était totalement différente. Quiconque achète autant de pétrole à un pays a forcément une relation privilégiée avec celui-ci. Xi Jinping a dit « Si je peux être d'une quelconque utilité, je serais ravi d'apporter mon aide ». Il souhaite aussi que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Il a dit que s'il pouvait aider, il serait ravi d'aider. La visite a surtout été marquée par des actes ostentatoires et protocolaires symboliques, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Trump frustré du fait que la Chine continue de soutenir l'Iran, et l'Iran est toujours en pole position, voilà, il faut lancer un message très fort. On reconnaît que nous ne sommes pas amis. Alors dans ce cas, il est important de vous le montrer ouvertement. Aussi, il y a autre chose qui s'est passé. Apparemment, on a donné à Trump une chaise beaucoup plus basse que la chaise de Xi Jinping. Ah oui, la chaise de Xi Jinping était plus haute que celle de Trump. Et Trump était manifestement mal à l'aise par rapport à ça. Regardez ça. Les images ici, évidemment, vous voyez la chaise nettement plus basse que celle de Xi Jinping, le président chinois. Cette mise en scène a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et a été interprétée par de nombreux observateurs comme une façon subtile de la Chine d'affirmer sa supériorité. Eh ben, c'est ça. Quand quelqu'un vous reçoit chez eux, il a les capacités de faire ce qu'il veut. Et déjà, le fait que Trump s'est senti humilié, on lui a mis dans une chaise plus basse, ça l'a énervé. Est-ce que c'était par erreur? Questionnement. Pourquoi l'erreur n'était pas de l'autre côté si c'était par erreur? Pourquoi la chaise haute n'était pas celle de Trump et l'autre de Xi Jinping? Est-ce qu'on n'a pas mesuré les chaises? On ne regarde pas, observe pas les chaises avant de les placer. Franchement, on ne les met pas à côté pour s'estimer comment les présidents vont s'asseoir. Donc, c'était fait probablement exprès. Alors, Trump, évidemment, pour montrer, écoutez, je suis pas un imbécile, je comprends exactement ce que vous faites. C'est un jeu de force. Voilà, vous voulez montrer votre pouvoir. Nous aussi, on vous montre ici, à votre aéroport. Voilà, tout ce qu'on a pris ici, on jette ici. On jette à la poubelle. On vous montre qu'on ne vous fait pas confiance et on ne le fera pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Il y a une leçon très forte dans cette histoire. Faut-il montrer à son ennemi qu'on sait qu'on est ennemi? Ou faut-il faire semblant? Ou faut-il faire semblant pendant un temps et le montrer au moment nécessaire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Ça y est, c'est fait. Ousmane Sonko n'est plus Premier ministre du Sénégal. C'est une histoire bouleversante, ça choque beaucoup de personnes, mais nombreux ne sont pas choqués parce que on comprend que le cœur de l'homme est tortué, personne ne le connaît. Ousmane Sonko démis de ses fonctions, un homme apparemment fort ou un peu trop fort pour certaines personnes. On va essayer de voir. Est-ce que ce qui s'est passé justifie? Est-ce qu'il faut faire confiance aux gens dans la vie? Les amis, je pense qu'il y a des leçons très intéressantes à tirer ici. On va revoir l'histoire de Ousmane Sonko et son ami Faye. Que s'est-il passé? Quelle est leur histoire? Leur histoire est très simple. Ils étaient comme frères politiques. Ok, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient très proches dans le passé. Très proches pendant de nombreuses années. Et Sonko a aidé Faye à devenir président. Comment ça? Le Sénégal, pendant très longtemps, était dirigé par ce monsieur ici. Macky Sall, évidemment, n'était pas aimé de tous. Macky Sall, au départ, a commencé très bien. Il donnait l'impression d'un président qui voulait vraiment changer la donne. Macky Sall, à l'époque, d'ailleurs, s'en prenait à son prédécesseur, disant qu'il voulait changer la Constitution pour rester au pouvoir de manière indéterminée. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas avoir un troisième mandat. Donc, sur cette question, nous restons inflexibles. Et nous allons continuer donc la mobilisation afin que force reste à la loi. Et dans ce cadre, nous allons appeler nos compatriotes à venir nous rejoindre à la place de l'Obélisque pour exprimer de vive voix
la détermination des populations. Macky Sall, évidemment, en l'écoutant parler, on se dit, ça c'est quelqu'un de fort, une personne honnête. Mais en réalité, Macky Sall lui-même voulait aussi rester au pouvoir plus longtemps qu'il le fallait. Alors, le Sénégal avait besoin de fraîcheur, de nouveauté. Le Sénégal avait besoin des jeunes. Un pays nimbé de jeunesse et de force. Il fallait une personne jeune, ou plus ou moins jeune, qui reflète l'image de la population. Et Ousmane Sonko était cet homme. C'était un homme fort, brillant, courageux, un homme qui n'avait pas peur, en réalité, et il donnait espoir à plusieurs reprises. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye étaient amis très proches à l'époque. Il est arrivé à Ousmane Sonko de partir dans un massage parleur, comme on dit en anglais, pour aller avoir un traitement de massage. Mais pendant qu'il y était, il a été accusé par la dame qui travaillait sur lui de tentative de viol. Et ceci, évidemment, a causé un tollé général. Sonko a été arrêté, jeté en prison. Était-il coupable de cette histoire? Point d'interrogation. La jeunesse sénégalaise est sortie dans les rues réclamant la libération de Sonko. Et cette jeunesse a fait beaucoup de bruit et aussi beaucoup de dommages, malheureusement. Des maisons brûlées, des voitures cassées. Alors c'est alors, puisqu'on n'a pas pu avoir des preuves tangibles prouvant que Ousmane Sonko avait violé cette femme, il fallait lui attacher quelque chose sur la tête pour pas qu'il devienne légitime contestant aux élections présidentielles. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de l'accuser d'avoir voulu violer cette jeune fille, on l'a accusé d'avoir incité la jeunesse à la violence au Sénégal. Et c'est par rapport à ça que quelques temps plus tard, il y avait les élections présidentielles. Mais Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur son nom cette accusation et cette condamnation, prétestant qu'il aurait encouragé la jeunesse sénégalaise à faire ce qu'ils ont fait comme dégâts. Donc Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter. Mais dans ce cas, il lui fallait faire quelque chose pour gagner aux élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ami ou son jeune frère ou son compatriote, Faye, lui demandant « Écoute, moi je suis là en opposition, j'ai la force qu'il faut. J'ai le soutien, je suis le président de PASTEF. Si moi je te promeux toi, les gens voteront pour toi. » L'idée était claire. On envoie Faye devant, mais Faye égale Sonko, Sonko égale Faye. C'était ça l'idéologie. Tout le monde a embrassé l'idée. Faye égale Sonko, Sonko égale Faye, dans l'objectif d'un gain commun. Après la victoire de Faye, Faye évidemment nomme Sonko comme Premier ministre. C'est évident, on savait qui était à la tête. C'était simple, c'était pas un secret du tout. Tout le monde les voyait comme une équipe très forte. Et aussi, il y avait beaucoup d'espoir panafricaniste. Beaucoup de personnes, évidemment, attendaient à ce que les choses changent rapidement. Nous savons que Sonko avait une façon de voir les choses beaucoup plus directe que Faye. Nous avons ici 4 principales raisons pour lesquelles les problèmes sont apparus entre eux. Okay, la première chose, c'est la question du pouvoir et du contrôle. Okay, qui est le boss? Sonko, évidemment, c'est un homme très charismatique, c'est quelqu'un qui parle bien. Il est très populaire au Sénégal, auprès des jeunes, et beaucoup de gens le voyaient comme le vrai patron du parti PASTEF. Le président Faye, excusez-moi, j'ai tué le nom là, le président Faye voulait montrer que c'est lui le chef. Vous savez, c'est ça entre hommes, la testostérone, il fallait montrer que c'est moi le chef. C'est vrai que c'est lui le propriétaire ou le président du parti politique, mais c'est moi le chef. Faye ne voulait en tout cas pas que les gens pensent que Sonko dirigeait tout dans l'ombre. Faye lui-même a dit publiquement, le parti ne doit pas dépendre d'une seule personne. Voilà ce que Faye a dit. Le parti ne doit pas dépendre d'une seule personne. Le problème numéro 2 qu'on avait entre eux, c'est le problème d'argent et des dettes. Le Sénégal, évidemment, avait une grosse dette d'environ 130% de ce qu'il gagne. Et on parle ici de l'AMF, FMI. Sonko était très dur par rapport à ça. L'FMI a suggéré de suivre des demandes de l'organisation internationale qui disait qu'il fallait restructurer les finances du Sénégal. Et Sonko était pas d'accord par rapport à ça. Tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, au plus sans aucun programme. Sonko a trouvé que voilà, si l'FMI venait restructurer les finances au Sénégal, ça lancerait un très mauvais message aux investisseurs, qui se diraient, c'est-à-dire que le Sénégal a des difficultés sur le plan gérance et finances. Alors ça ne sert à rien de s'y investir. Malheureusement, contrairement à cela, Faye était beaucoup plus réceptif par rapport à ça. Sonko était très dur. Il refusait, il disait que c'est une humiliation. Accepter que l'AMF vienne faire ce qu'ils ont à faire, c'est humilier le Sénégal. On ne peut pas accepter ça. Faye, lui, était ce que les Européens appellent beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire, il acceptait de négocier pour aider l'économie du pays. Moyennant tout ce qu'il y avait, et ce désaccord, évidemment, a engendré beaucoup de mépris entre les deux personnes. Numéro 3, ils avaient des idées différentes pour diriger le pays. Sonko voulait des changements rapides et forts. Faye, étant président, préférait des choses beaucoup plus prudentes et simples. Sonko, évidemment, ne voulait plus la présence de militaires français au Sénégal.
Sonko voulait qu'on accélère la création d'une monnaie sénégalaise et pas le franc CFA. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle. Par contre, Faye, lui, veut les choses un peu plus doucement, un peu plus simplement, tout le bazar. Les deux hommes pensent déjà à la prochaine élection présidentielle. Okay? Une compétition silencieuse avait commencé depuis un temps. C'est moi qui t'ai placé là, il faut me respecter. C'est normal, non? Tu n'étais nulle part, je t'ai placé là. Lui, il dit, écoute, je suis là maintenant. Les gens m'aiment, je suis compétent, j'ai fait quelques voyages en France. Et d'ailleurs, même là-bas, on a l'impression que je suis beaucoup plus modéré que toi, qui semble être extrémiste. D'ailleurs, récemment, tu as dit que les papas ne peuvent plus faire leurs histoires, tout ça, ils vont aller en prison. Et évidemment, l'Europe et l'Occident n'aiment pas ça du tout. Alors, comment ça s'est terminé jusque-là? Il s'est disputé généralement en privé à plusieurs reprises. Les gens ne le voyaient pas, mais c'était ça la réalité. En mai 2026, la tension a monté et hier, pendant la réunion à l'Assemblée nationale, Sonko a critiqué publiquement le président. Publiquement, le président. Le soir même, Faye a renvoyé Sonko pour montrer que c'est lui le boss de son poste de Premier ministre et dissout le gouvernement. Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celle des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Mais ce qu'on sait que Sonko a beaucoup de gens derrière lui. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, beaucoup de gens qui le soutiennent. Et c'est ça peut-être sa force. Parce que si ce sont les mêmes personnes qui ont voté Faye, les personnes qui sont venues à travers Sonko, ne seront-ils pas de la même position pendant les prochaines élections? À moins qu'il y ait quelque chose d'inégal qui se fasse. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faut-il faire confiance à quelqu'un en ce qui concerne le pouvoir? Ou pas? God bless. Il y a des gens qui prennent leurs médicaments chaque jour, du lundi à dimanche. Donc, leur historicité est très bas. Ils ne peuvent pas transmettre ça à une personne. Ici, on est au Sénégal. Le Sénégal est un très beau pays, un pays nimbé de culture, de cuisine. C'est bien, le Sénégal. Il faut aller visiter. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage pleinement de le faire. Le Sénégal a aussi voté une loi très intéressante récemment. C'est une loi qui exclut les unions entre papa. Okay? Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas, en tant qu'homme, aller avoir une relation avec un autre homme. Pas au Sénégal, tu risques de faire la prison. Il y a une loi pour ça. Ici, on parle de cette histoire. Pourquoi? C'est très important. Je pense que le Sénégal fait une histoire très importante. Mais c'est une histoire qui pourrait aller de gauche ou à droite. Ça pourrait être très bien pour le Sénégal ou encore très dangereux pour tout le monde. On va essayer de suivre ce que ça veut dire. Et ici, on a besoin de réflexion critique pour comprendre l'ampleur et la profondeur de cette histoire. Est-ce que le Sénégal essaie de préserver sa culture ou le Sénégal risque de mettre en danger certaines personnes dans sa propre nation? On y va. Ici, on a une personne, un Français, un jeune Français a été arrêté, un ressortissant français, ingénieur de 31 ans, résident à Dakar, a été arrêté, détenu. Il a été accusé de quoi? Des activités papa, okay, avec... Vous connaissez ce que c'est papa, arrêté lors d'une interpellation et poursuivi pour plusieurs accusations. Numéro 1, papa. Au Sénégal, on appelle ça acte contre nature. Acte contre nature. C'est ça, au Sénégal. Terme utilisé pour qualifier les personnes homme, femme, machin, histoire. Okay? Numéro 2, association des malfaiteurs. Donc, le fait qu'ils s'associent aux gens qui se font entre eux, ce sont des malfaiteurs, lui aussi associé aux malfaiteurs. Parce que voilà, ils sont en train de violer la loi du Sénégal. Numéro 3, blanchiment des capitaux. Ici, blanchiment des capitaux, ça n'a pas été éclairci, mais on estime que envoyer de l'argent pour qu'une personne t'apporte pour que tu prennes ça par machin, c'est blanchir de l'argent. C'est criminel parce que l'acte, c'est pour subventionner un acte criminel. Numéro 4, tentative de transmission du VH. Le V, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça n'a pas besoin d'explication. Donc, le monsieur est accusé d'avoir voulu transmettre le V à quelqu'un. Ok? Je pense que c'est important de le comprendre. Je recommence encore une fois. Il a été accusé de quoi? Acte contre nature. Vous comprenez ce que c'est? Association de malfaiteurs, blanchiment des capitaux
et tentative de transmission du V à quelqu'un. Maintenant, je pense qu'il est important de comprendre d'abord le contexte judiciaire. Au Sénégal, les choses sont différentes. Le Sénégal a durci sa législation en 2026. Les peines pour les actes contre nature, donc faire homme et homme, sont passées de 5 ans de prison à 10 ans de prison. Donc, si on t'attrape au Sénégal en train de faire ça à quelqu'un, tu le tournes, machin, histoire, tout ça, ninja jutsu. Si on t'attrape au Sénégal en train de faire ces histoires, on te met en prison pour 10 ans. Cette nouvelle loi, évidemment, est soutenue par le gouvernement du monsieur ici, Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, un pays majoritairement musulman. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Évidemment, chez les musulmans, ce sont les actes qui ne sont pas acceptés. Le Sénégal est un pays majoritairement musulman. L'ambassade de la France à Dakar a réagi. Ils ont dit qu'ils suivent attentivement la situation et restent en contact avec la famille. Ils ont envoyé des agents légaux, 3 avocats pour aller discuter avec la personne, pour essayer de suivre un peu ses conditions pendant 3 fois la semaine. Et on dit bravo à la France. Pourquoi? Bravo pour ce fait seulement. Quel fait? Le fait d'avoir cette présence d'esprit d'envoyer des gens pour aller soutenir leurs citoyens en difficulté. Peu importe ce qu'ils ont fait. OK? Qu'ils soient en raison ou à tort, les Français envoient leurs avocats pour aller s'assurer que leurs compatriotes vont bien. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ton pays le fait pour toi avant de condamner? Donc, félicitations à la France pour ça. Continuons. Alors, on a une histoire ici d'un jeune Français arrêté pour avoir chouf chouf bam bam avec un autre homme et aussi probablement transmis le V à des personnes volontairement ou le sachant. Donc, pour le Sénégal, on estime si tu es V positif, tu ne devrais pas avoir des machins sans protection. Sinon, tu fais la prison. Alors, cette histoire a commencé le 4 février 2026, où les gendarmes ont arrêté un jeune Sénégalais, qui est positif du V, vous comprenez? Et selon les autorités, le monsieur continuait d'avoir des relations pouf pouf sans protection. Comment les autorités l'ont su? On va le découvrir, c'est une question. Comment on sait que le monsieur le faisait d'abord sans protection? Qui a vu qu'il n'a pas mis? Secondo, qui a su qu'il avait des trucs là dans son sang? Il faut être vraiment un vrai reporter pour savoir que le monsieur n'a pas porté. Il faut avoir été là. Ou bien tu es peut-être la personne qui est en train de subir. Ou bien tu sais comment. Il y a des radars, pendant l'interrogation, on va le découvrir. Le Sénégalais a été accusé de faire ces histoires avec les hommes et secondo de transmettre les histoires sans porter l'histoire là. Alors comment ont-ils su? Les enquêteurs au Sénégal ont exploité son téléphone, c'est-à-dire ses contacts et ses aveux, ce qui mène à une chaîne d'interpellation. C'est après avoir vu son téléphone, cherché à l'intérieur, contacté les contacts, lu les messages, qu'on a découvert ou on a formé tout un dossier contre lui et beaucoup de personnes. Donc, il y a eu une chaîne d'interpellation. Plusieurs personnes ont été interpellées. Évidemment, quand vous entrez dans le téléphone de quelqu'un, vous apprenez très rapidement ce qu'il dit aux gens. Vous comprenez son identité. On dit d'ailleurs, on ne peut pas prétendre connaître une femme si on n'a jamais exploité son téléphone dans toutes ses profondeurs. Ont-ils raison? Absolument. Mais ils ont vu ce qu'il y avait dans le téléphone. Maintenant, vous vous posez certainement la question de savoir, est-ce qu'ils peuvent regarder dans le téléphone de quelqu'un sans son autorisation? Est-ce que c'est légal? Parce que dans beaucoup de pays, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas regarder le téléphone de quelqu'un, quoi qu'il en soit, en tout cas, directement, sans papier extérieur. Eh ben, écoutez, au Sénégal, il y a une loi pour ça. La loi au Sénégal, selon l'article 677/36, je ne lirai pas l'article, c'est trop long. Au Sénégal, les autorités judiciaires ou la police judiciaire peuvent accéder au téléphone d'une personne sans son autorisation personnelle, mais uniquement dans le cadre d'une enquête pénale légale, selon les règles précises. Donc, au Sénégal, on peut te demander ton téléphone, on peut checker, on va te demander de mettre le PIN pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour des fins bien précis. OK? Alors, les accusations de ce Sénégalais, c'était un noir qu'on a accusé, c'était quoi? Association de malfaiteurs. Numéro 2, acte contre nature.
C'est le clouf-clouf bam-bam entre papa. Numéro 3, transmission volontaire du VH à travers des machins non protégés. Et 5, mise en danger de la vie d'autrui. Alors, il y a plusieurs questions ici qui se posent. Y a-t-il une loi qui condamne une personne de transmettre machin histoire à une autre personne ou comment? Eh ben, écoutez, au Sénégal, il y a une loi pour ça. Après avoir arrêté ce monsieur, les investigations ont continué. On a arrêté près de 70 personnes. Quelle extension de l'enquête était manifestement grande. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. La brigade Cœur Massar a continué les investigations où ils ont arrêté plusieurs personnalités, y compris des personnalités de télévision, des animateurs. On parle ici de Pape Cheikh Diallo, d'un médecin, un policier, un marabout. Les enquêtes se sont élargies à un réseau présumé des relations clouf clouf bam bam de papa où circulerait le VI machin histoire. Donc on fait des enquêtes cherchant des papa qui feraient circuler le V machin histoire. Ce sont des gens qui, d'après eux, n'aiment pas utiliser l'histoire là. Alors, qui a vu quand ils n'ont pas utilisé? Qui a vu quand ils sont positifs? Quelqu'un a vu ou doit avoir vu ou comment on sait? Y a-t-il une loi pour ça? Ben écoutez, le contexte juridique de la loi du VI. L'article 36 au Sénégal sanctionne la transmission volontaire, c'est-à-dire on dit elle punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans ou d'une amende de $8,000, 5 millions de francs CFA. Toute personne connaissant son statut positif, les modes de transmission et entreprend les clouf-clouf sans protection d'aller en prison et de subir ses conséquences. C'est ça la loi au Sénégal. Donc si tu connais ta situation, tu ne peux pas aller faire ça avec quelqu'un comme ça et transmettre cette histoire. Tu iras en prison par rapport à ça. Mais il y a des exceptions de la transmission. On parle ici du VI. Ok? On ne parle pas de papa, on parle du VI. Au Sénégal, les exceptions, c'est la transmission entre mère et enfant, à travers la grossesse ou l'allaitement. Il y a exception. Si la maladie est transmise à l'enfant, on ne peut pas condamner la mère. Il y a aussi l'histoire, vous faites ça protéger, mais les trucs là s'éclatent. On ne peut pas te condamner, ce n'est pas ta faute. La loi aussi dit qu'il faut protéger ces gens. La loi interdit toute discrimination contre les gens vivant avec le VI. C'est ça la loi du Sénégal. La loi interdit toute discrimination contre les PVVIH. Personnes vivant avec... Bon, moi, ma question est celle-ci. Si la loi interdit discrimination contre ces gens, vous ne trouvez pas que c'est un peu discriminatoire, toutes ces personnes qui sont à la télé désormais, parce qu'ils sont pas seulement papa, ça c'est la culture, on peut comprendre, c'est la moralité, c'est un pays musulman, c'est la tradition, mais c'est aussi une personne vivant avec est-ce que ce n'est pas discriminatoire de le mettre à la télévision, de donner leur nom, hein? Continuons. La loi dit encore, elle protège la confidentialité du statut sérologique. Mais est-ce qu'on protège leur confidentialité? Ok? Vous savez, le risque que ça présente ici, autant on pourrait comprendre le Sénégal. Le Sénégal est un pays libre. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. En ce qui concerne les papa, mais en ce qui concerne le V machin histoire, c'est une histoire qui se passe partout en Afrique. Ça pourrait créer un danger psychologique chez les personnes qui vivent avec ça, mais qui n'ont pas commis des crimes. Parce que avoir le V machin histoire, ce n'est pas un crime. Le crime au Sénégal, c'est être papa. Le Sénégal dit vouloir protéger sa moralité et faire face aux dangers sanitaires qu'apporteraient ces gens qui sont papa. Il y a une question de moralité et d'un danger sanitaire. La moralité, c'est-à-dire ce que vous faites là, ce n'est pas admis ni accepté dans notre société. Le danger sanitaire, d'après eux, ces gens-là sont porteurs de machin histoire et sont en train de transmettre aux gens. Mais la question intelligente qu'il faut se poser ici, bien qu'on pourrait tout à fait comprendre la culture sénégalaise qui est partagée par beaucoup d'Africains, est-ce que le VI ne seulement transmis par des papa? Donc, le VI des papa est plus dangereux que le VI des hétéros, ou comment? Bon, si on dit les papa, c'est transmettre le VI, pourquoi ça inquiète quelqu'un? Parce que toi, tu aimes les femmes. Pourquoi toi, tu dois t'inquiéter par rapport à ça? Parce que toi, tu n'aimes pas les hommes. C'est entre eux. Si l'histoire là du VI fait ce que ça fait, il faut les laisser alors entre eux, comme ça ils vont s'en sortir entre eux. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous ne serez pas impliqués. Bon, d'autres personnes vous diront, il y a des gens qui le font entre eux, mais ils ont aussi des épouses. Pourquoi les épouses vont dehors? Et quand les épouses vont dehors, est-ce la responsabilité du gouvernement de s'assurer que toi, tu as mis un sachet avec une épouse qui est partie avec son homme, mais elle a décidé de tromper son homme?
Ou désormais, ça sera le gouvernement qui va commencer à vérifier le pantalon de chacun pour voir s'il l'a mis ou pas. Vous voyez le danger. On peut évidemment avoir de très bonnes idées par rapport à sa culture et aussi y rajouter des choses qui risquent de devenir dangereuses pour même les personnes libres et innocentes sénégalaises qui vivent au Sénégal avec le VI. Parce que désormais, il y a une discrimination évidente. Non, il faut le dire. C'est une discrimination. Et s'il n'y a pas de discrimination, le simple fait qu'on en parle régulièrement à la télévision, on dit que c'est papa à transmettre le VI, ça donne ce sentiment-là d'infériorité à ces personnes qui vivent avec le VI, qui risquent désormais de ne pas se manifester comme ils le faisaient précédemment, en allant chercher leur médication, médecine ou soins palliatifs, parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt ou que les gens commencent à estimer lui aussi probablement pourrait faire partie de la liste des personnes. Il y a un danger là qu'on ne peut pas ignorer. Autant on peut comprendre et respecter la culture des Sénégalais, la tradition sénégalaise, la religion musulmane, l'idée derrière laquelle on veut implémenter ces histoires. Il faut faire attention à la procédure parce que ça risque de faire beaucoup plus mal que de bien. Alors ici, on n'encourage pas parce que je vous connais, vous êtes comme ça, tiens, en train d'encourager. Non, c'est toi qui n'es pas intelligent. Tu ne sais pas comment réfléchir de façon critique. La réflexion critique prend le positif, le négatif, le haut et le bas, le balance et l'explique et tamise. C'est ça la réflexion critique. Alors, il faut comprendre que il faut respecter la loi du Sénégal. Quand vous partez dans un pays, on dit papa n'est pas autorisé. Il faut pas s'aventurer. Quand vous allez dans un pays, par exemple en Corée du Nord, il y a que quelques coiffures acceptées, 10 ou 16. Il faut aller avec ces coiffures 10 ou 16. Tu peux pas aller en Corée du Nord et dire bon voilà, moi j'ai pris ma coiffure, on m'a arrêté, la Corée du Nord est un pays bidon. Non, tu le savais. Les lois sont publiques. Il faut savoir comment se comporter et se manifester. En Ouganda, par exemple, ce n'est pas autorisé. C'est comme au Sénégal. Même si en Ouganda, il y a des lois qui vont, on va te, si tu transmets l'histoire à quelqu'un, on te, c'est l'Ouganda. Il faut respecter l'Ouganda. Il y a des pays en Afrique où c'est accepté, comme l'Afrique du Sud, où les gens peuvent se marier. Donc, on ne peut pas dire que tous les Africains sont égaux. Les gens réfléchissent différemment. Voilà ce que c'est, les amis. Au Sénégal, ça se passe. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Faites-moi savoir. Est-ce que vous pensez que le Sénégalais est en train de protéger le Sénégal en faisant ces telles histoires, en suivant les personnes en les arrêtant, les jetant en prison, aussi en enforçant cette loi, sous un contexte qu'ils sont en train de transmettre cette histoire entre personnes? Ou bien vous pensez qu'il y a une logique qui, quelque part, même les hommes, nous, les hommes, femmes, aussi pouvons le transmettre? Pensez-vous que le Sénégalais est en train de faire un travail exquis ou vous pensez que c'est un travail quand même dangereux si on y rajoute certaines histoires? Tenez en compte ici, on sépare clairement le papa et des gens qui sont atteints du V. On sépare les papa. Ça, c'est la culture des Sénégalais, c'est leur droit, c'est leur devoir, des gens qui sont atteints du V, qui aussi, dans la grande conversation, se sentiraient inclus dans cette histoire. Parce que s'il y a un danger sanitaire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'eux aussi représentent un danger sanitaire. Comprenez aussi une chose, il y a des gens qui peuvent être positifs, mais ils prennent leurs médicaments. Oui, une personne peut être positive, mais elle prend ses médicaments lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et son niveau, viral, c'est bas. C'est tellement bas que ça ne peut pas se transmettre. Est-ce que ces personnes aussi représentent un danger à la société? Ou bien on est seulement dangereux puisqu'on est positif? C'est ça la question, vous voyez. Il y a des gens qui prennent leurs médicaments chaque jour, du lundi à dimanche. Donc leur historinité est très bas. Ils ne peuvent pas transmettre ça à une personne. C'est des gens qui vivent normalement, ils ont des histoires sans avoir parce qu'ils ne peuvent pas transmettre ça, c'est clair. Il faut voir la science. La science a évolué. Est-ce que ces personnes doivent être jetées en prison aussi parce qu'ils sont en train de mettre en danger la vie des gens ou comment? Faites-moi savoir. God bless.